Déjà, à la fin du baccalauréat, je savais que mon intérêt était proche de l'interaction entre l'économie et l'environnement. Disons comment personne ne sera surpris de savoir qu'on vit plusieurs problématiques environnementales. Il y a beaucoup d'enjeux en ce moment dans la société sur la protection des espèces, la biodiversité, les écosystèmes ou les changements climatiques, toutes ces choses-là, ou même que ce soit juste la pollution de l'eau, comme on a vu avec l'histoire des égouts qui ont été relâchés à Montréal, différentes choses comme ça. Donc, il y a plusieurs enjeux. Puis, moi, je sentais qu'il y avait, c'est peut-être ma naïveté à l'époque, mais j'avais l'impression qu'il y avait un faux dilemme. Les gens disent non, il faut choisir les emplois, il faut choisir l'environnement. C'est un choix, puis il y a deux côtés, puis après ça se chicane, puis on vote, puis quelqu'un gagne, puis on va avoir soit les emplois ou soit l'environnement sain. Donc moi, je disais, ça, c'est un peu... C'est sûr qu'il y a des choses que quand on y va d'un côté, on en perd de l'autre, mais globalement, c'est pas nécessairement un dilemme. On peut essayer de concilier les deux. Les inquiétudes là-dessus, dans le terme économique, on dirait que les considérations environnementales sont pro-cycliques. C'est-à-dire quand ça va bien, quand l'économie va bien, quand on n'a pas à s'inquiéter de est-ce qu'on a un travail, est-ce qu'on peut manger, là, les gens s'inquiètent de l'environnement. Donc, on a vu, par exemple, dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, c'est les années folles, là, on s'inquiétait des choses sur l'environnement. Il y avait les premiers mouvements sur la conservation, le Sierra Club, la protection la création des premières réserves naturelles. Puis après ça, la dépression arrive dans les années 30, puis on oublie tout ça. Puis là, même chose après la Deuxième Guerre mondiale, on a une longue période d'expansion économique, puis là, on se met à se reposer ces mêmes questions-là. Et puis un point marquant dans cette réflexion-là, c'est le rôle que jouent les Nations unies. Dans les années 80, ils mettent en place une commission pour réfléchir justement disons de façon très large, à l'avenir de l'humanité, puis au rôle que la protection de l'environnement joue là-dedans. Ça s'appelait Our Common Future, donc notre futur commun. Et puis, il y a un rapport qui est publié sur ça en 1989. Puis c'est là qu'on voit la première définition ou en tout cas une des premières définitions de ce qu'est le développement durable. On dit le développement durable, c'est un développement qui satisfait aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins. Donc, à partir de ce moment-là, on a le sommet de la Terre à Rio en 92, puis on a vraiment une montée en puissance de ces considérations-là, avec vraiment les deux éléments, c'est-à-dire les pays, disons, plus riches, qui, eux, leur considération est plus, OK, protection de l'environnement, puisqu'on a observé une dégradation, puis les pays plus pauvres, qui disent, oh, attention, nous, on n'a pas encore atteint votre niveau de richesse, fait qu'on ne voudrait pas que votre inquiétude pour protéger l'environnement nous empêche de devenir aussi riches que vous. Donc, c'est un peu ce concept de développement durable qui est d'essayer de faire l'équilibre entre ces deux aspirations-là, préserver une planète avec un environnement agréable, puis un environnement qui nous permet de continuer à vivre, mais en même temps en laissant ceux qui vivent dans des conditions difficiles pouvoir aspirer à améliorer leurs conditions. Au début des années 2000, le gouvernement du Québec faisait face à beaucoup de pression pour légiférer sur les sacs de plastique, au moins mettre une taxe ou les bannir. Puis ils ont décidé de ne pas prendre d'action, mais dans la société, il y a eu des actions qui se sont faites quand même. Les magasins se sont mis à demander 5 sous sans que personne les force. Les gens se sont mis à dire « Oh non, sac de plastique, c'est une mauvaise chose, j'ai apporté mes sacs réutilisables ». C'est devenu comme si on veut une nouvelle norme qui a émergé. Maintenant, il y a des villes comme, je pense, c'est Brossard, là, qui interdisent complètement les sacs de plastique, mais en général, même si on pourrait encore les utiliser, beaucoup de gens ne les utilisent plus. Ce n'est pas un argument économique. Fait qu'il y a d'autres arguments qui fonctionnent. Dans le cas, probablement, où les montants en jeu sont trop petits. 5 sous, pour la plupart des gens, ça ne fait pas de différence. Donc, même si, à la marge, ils pourraient économiser, ça ne vaut pas la peine pour eux de penser « oui, combien je vais sauver ». Ça fait que ça, c'est vrai dans plusieurs choses. Il y a des items dans notre budget qui sont trop petits. Si jamais ils sont taxés, ça ne fait pas de différence. Ça ne nous incite pas à changer nos comportements. Mais des fois, pour des items plus importants, là, ça peut être un bon argument. Donc ça revient à l'exemple, par exemple, de la voiture électrique, où en ce moment, le gouvernement fournit un rabais de 8 000 $ à l'achat d'une voiture électrique. Donc ça, c'est un montant suffisamment gros. Une voiture, c'est un achat qui est important dans le budget de la plupart des gens. Donc là, ça incite à bien réfléchir à cet enjeu-là.
qu'on dit justement, c'est, ben voilà, on va mettre en place des incitatifs pour influencer les gens, mais après ça, les gens feront bien ce qu'ils veulent. Puis ça, c'est l'aspect, je pense, avec lequel les gouvernements ne sont pas toujours confortables. C'est de leur dire, ben voilà, vous mettez des subventions, vous mettez des plus grosses taxes à l'essence ou des choses comme ça, mais après ça, on n'est pas certain dans quelle direction ça va aller. La direction où ça va aller, ça va nous révéler un peu jusqu'à quel point les gens tiennent à leur voiture à essence ou jusqu'à quel point ils sont prêts à changer. On ne le sait pas exactement, mais on va le voir, on va l'apprendre ensemble. Puis ça, des fois, c'est un peu insatisfaisant pour les gouvernements parce qu'ils trouvent qu'il manque de contrôle. Mais pour la société dans son ensemble, je pense que c'est positif, parce que ça permet un changement plus graduel, ça permet que les gens se sentent moins brusqués, ça permet aux gens de s'habituer à quelque chose. Ils peuvent continuer leur ancien comportement, ça va leur coûter un peu plus cher. Ou il y a des gens qui, tu sais, ce qu'on appelle les early adopters, des gens qui sont prêts à essayer des choses avant les autres. Et on va les encourager un petit peu. Peut-être que leur nombre va grossir, mais on ne fera pas un changement d'une direction à l'autre de façon soudaine. Ça va prendre plus qu'un gouvernement de 4 ans pour faire la transition. Ça, je pense, de mon humble avis, c'est positif pour la société de faire ces transitions-là de façon graduelle. Mais c'est peut-être un peu frustrant pour les gouvernements qui vont se dire, regardez, c'est moi qui a permis au Québec de passer à la voiture électrique, ou c'est notre gouvernement. Donc, il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience des deux côtés. Il faut que les décideurs aient de la patience de voir que les choses évoluent à un certain rythme. Puis il faut que les citoyens aussi ne mettent pas une pression indue sur le gouvernement, de dire qu'est-ce que vous faites. Écoutez, on met en place des mesures, ça va avec le temps porter fruit, mais il faut être patient.